Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Game of Thrones où aujourd'hui on va faire un petit débrief autour du fameux épisode 3, saison 8. On fait le point tout de suite, c'est parti, on y va. I'm gonna kill you. Jamendo.com. We are going to war. Et oui, ça y est, le fameux épisode 3 tant attendu de Game of Thrones est sorti. Épisode qui a réuni officiellement pratiquement 13 millions de téléspectateurs. Donc, épisode, alors pour information, hein, juste comme ça, alors épisode qui a nécessité 55 jours de tournage. Et oui, s'il y a une chose qu'il faut bien reconnaître, c'est que cet épisode 3, saison 8 de Game of Thrones a comblé, alors personnellement, entièrement mes attentes en termes de réalisation. On a une réalisation qui est vraiment, j'ai presque envie de dire orchestrée, millimétrée. Tout est vraiment parfait, que ce soit en termes de son, que ce soit en termes d'image. Alors, certains diront l'image est un peu sombre. Alors j'ai été le premier à m'en plaindre. C'est vrai que l'image est un peu sombre, mais si on regarde bien, j'ai quand même remarqué qu'à certains moments, là où l'image est vraiment très sombre, c'est notamment dans les passages où il y a par exemple énormément de brouillard, c'est-à-dire où les personnages ne voient strictement rien. Donc je trouve que le fait qu'à ces moments précis où l'image est vraiment sombre, ça renforce un peu cette sensation d'immersion. On a aussi des scènes vraiment, j'ai presque envie de dire des scènes tableaux, voilà, notamment par exemple la scène où on voit les deux dragons dans le ciel. Ça a un côté un peu gothique, ça m'a beaucoup fait penser à Tim Burton. On a aussi la scène avec la charge des Dothraki menée par Jorah Mormont avec le loup fantôme qui passe juste à côté. J'ai trouvé ce plan mais juste sensationnel. J'ai particulièrement apprécié le découpage de l'épisode. En effet, si vous regardez de nouveau l'épisode, on peut voir que celui-ci est divisé en plusieurs segments. Alors la première partie qui fait un peu qu'on pourrait classer dans le registre un peu angoisse, en effet, puisque nos personnages sont confrontés à une menace qui au début est invisible. Ensuite, le segment, on va dire un deuxième segment, on va dire plus orienté horreur, lorsque les morts envahissent le château. Et ensuite un autre segment beaucoup plus orienté action. Voilà, j'ai relevé pour ma part pas mal de parallèles avec films ou jeux vidéo. Donc par exemple notamment la partie angoisse qui évoque un peu Alien, le 8e passager, avec tout ce côté, cette ambiance un peu huis clos, ce sentiment de claustrophobie. La deuxième partie horreur qui évoque, qui m'a bien fait penser un peu à World War Z, notamment avec les morts qui s'empilent les uns sur les autres pour franchir le château. Et ensuite la partie action, alors action entre guillemets, puisqu'on a toute une partie infiltration avec Arya dans la bibliothèque, et là ça m'a vraiment évoqué Assassin's Creed. Et enfin on peut également souligner le travail qui a été fait sur le cadrage, puisqu'on a pas mal de plans larges, mais on a également pas mal et énormément de plans rapprochés. Mais sur le fond, à la fin de l'épisode, j'ai eu un gros sentiment de frustration. Et donc en fait, on a le Night King qui existe à peu près depuis 800 ans. Voilà.
il a été présenté comme étant quelqu'un, une entité extrêmement puissante, extrêmement intelligente, et le fait de le voir se faire buter en l'espace de quelques secondes, personnellement, cet épisode m'a prouvé que Game of Thrones avait pris un virage vraiment différent à partir de la saison 4, et que là on s'était orienté vraiment dans le divertissement qui se contente uniquement de remplir le cahier des charges. Et là, avec cet épisode 3, ça a été l'épisode un peu glacial, qui malheureusement ne répond à aucune question qui ont été soulevées au cours de les précédentes saisons, mais c'est un épisode qui apporte encore plus de questions, et voire même des questions presque, on a envie de dire, inutiles, puisqu'on n'en aura jamais la réponse. Et on a vraiment la nette impression que tout est écrit d'avance, voilà. Et pourtant, j'ai envie de croire que les scénaristes nous réservent encore quelques surprises. Alors déjà, pour commencer, s'il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est de revoir Mélisandre. Le fait de la revoir comme ça, sans aucune explication, la voir arriver en cheval, tranquille, voilà, mais on ne connaît aucune de ses motivations. Voilà, alors on sait qu'elle est rattachée plus ou moins à Arya. Le fait que ce soit Arya qui ait tué le Night King, ça m'a quand même un peu gêné, parce qu'en fait, si vous regardez bien l'épisode, Mélisandre annonce à Arya: non, tu as fermé des yeux marrons, tu as fermé des yeux bleus, et tu as fermé et des yeux verts, enfin je sais plus exactement ce qu'elle dit, et ça renvoie exactement à la saison 3 où Arya rencontre pour la première fois Mélisandre, et où Mélisandre dit à Arya qu'elle voit en elle beaucoup d'obscurité, et qu'elle voit des yeux marrons, des yeux verts et des yeux bleus, donc les yeux bleus qui correspondent bien sûr au roi de la nuit. Ce qui fait que si vous enchaînez directement la saison 3 avec cet épisode 3 saison 8 de Game of Thrones, franchement ça s'emboîte parfaitement. Et oui, il n'est pas sans rappeler que quand Mélisandre évoque les yeux bleus, les yeux verts et les yeux marrons, les yeux marrons ça renvoie à Walder Frey que Arya a tué. Les yeux bleus, ça renvoie au roi de la nuit que Arya a tué, et les yeux verts, ça fait évidemment écho aux Lannister, qui ont donc à Cersei qui a les yeux verts. Donc on peut se dire que Mélisandre nous spoil éventuellement indirectement ce qui pourrait se passer à la fin de la série, et c'est pour ça que je garde espoir en me disant que les scénaristes nous réservent encore quand même quelques surprises. J'ai toutefois bien apprécié le petit parallèle avec la saison 1, quand Mélisandre dit à Arya: que dit-on au dieu de la mort? Et Arya répond: pas aujourd'hui. Ça renvoie à l'épisode, alors je sais plus quel épisode, mais ça renvoie à la saison 1, quand Arya s'entraîne avec le maître d'armes, et Syrio lui dit: il n'y a qu'un seul dieu. Arya répond: le dieu de la mort, et si son entraîneur lui dit: et que dit le dieu de la mort? Et Arya lui répond: pas aujourd'hui. Mais encore une fois, je trouve que l'épisode a fait dans la facilité scénaristique, puisque la prophétie qui avait été annoncée au cours des précédentes saisons faisait mention du feu contre la glace, donc le feu incarné par les Targaryens, donc Jon ou Daenerys, contre la glace, donc ça renvoyait bien entendu au roi de la nuit. Donc tout laissait à penser qu'on aurait au moins une rencontre et au moins un duel entre Jon et le roi de la nuit, ou Dany et le roi de la nuit. Si on veut creuser cette prophétie un peu plus loin, il faut se tourner du côté des livres, où en effet cette prophétie est beaucoup mieux développée et beaucoup mieux expliquée, puisqu'il est mention dans les livres de Azor, donc Azor le dieu du feu, qui est ressuscité dans quel but? Dans le but de combattre l'obscurité. Donc là, ça colle carrément au personnage de Jon, qui a été en effet ressuscité
donc tout laissait vraiment supposer à ce que Jon et le Night King se rencontrent pour au moins un petit duel. Et malheureusement, à part juste le croisé du regard, on n'a eu aucune interaction entre les deux personnages. L'autre point qui m'a gêné, c'est que du coup, avec la mort du roi de la nuit, toutes les questions que suscitait le personnage ne trouveront probablement aucune réponse. En effet, quelles étaient ses motivations, quelles étaient ses intentions, quels étaient ses rapports avec Bran, puisque tout le monde pensait qu'il était plus ou moins connecté entre guillemets à Bran. Voilà, toutes ces théories qui étaient pourtant vraiment intéressantes, elles ont été balayées d'un revers de la main. On peut aussi parler du géant, du géant qui tue Lyanna Mormont. En effet, souvenez-vous, à la fin de la saison 7, lorsque le roi de la nuit détruisait le mur, on voyait avec l'armée des morts plusieurs géants. Et là, bizarrement, si vous regardez l'épisode, on en compte uniquement un. Autre chose qui moi m'a un peu fait tilter, c'est que le roi de la nuit est capable de ressusciter les morts dans la crypte de Winterfell. Mais qu'en est-il? Pourquoi ne pas avoir réveillé les morts dans tout Westeros? Voilà, donc encore, pour ça personnellement, c'est pas vraiment une incohérence, mais ça souligne encore un peu la pauvreté scénaristique, alors qu'avec cet épisode, il y avait vraiment de quoi s'en donner à cœur joie et vraiment de quoi donner pas mal de réponses aux questions soulevées par les précédentes saisons. Identique par exemple pour les fameux symboles qui ont longuement soulevé pas mal de théories. Qu'en est-il de ces symboles? Qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce qu'ils traduisent? À quoi ils renvoient? On n'a aucune explication. En ce qui concerne les morts, pas mal de gens avaient joué les pronostics pour savoir qui allait trouver parmi tous les personnages principaux. Alors c'est justement ce qui me gêne un peu, c'est le terme principaux, puisque au départ Game of Thrones n'est pas vraiment une série manichéenne, mais au fil des saisons, les scénaristes ont instauré une espèce de manichéisme avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Dans cet épisode 3 saison 8, on avait tous plus ou moins établi en quelque sorte une liste des personnages qui allaient sans doute mourir. Et en fait, j'ai presque envie de dire aucune mort entre guillemets marquante. Et quelque part, j'ai presque envie de dire ouf, et d'un côté, ça m'a fait quand même un peu chier. Alors ça m'a fait chier dans le sens où tous les personnages ont évolué dans Game of Thrones, mais maintenant on n'a plus que des personnages qui existent uniquement par fonction. Du coup, en fait, ils se sont débarrassés, on va dire, plus ou moins des personnages dont ils avaient fait le tour. Donc c'est le cas par exemple de Beric. Beric, franchement, je trouve ça vraiment con d'avoir sacrifié le personnage, parce que c'était un personnage assez complexe et vraiment intéressant, et là en le tuant vraiment comme ça, c'est un peu on le tue en mode écoute Beric, tu t'es capable de ressusciter, alors t'es mort, t'es de nouveau en vie, t'es mort, t'es de nouveau en vie. Il serait peut-être temps qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes de toi. C'est encore incohérence oblige. Sam, vous êtes d'accord avec moi que il est mort au moins 10 fois au cours de l'épisode. En ce qui concerne le personnage de Théon, je dois bien reconnaître que sa mort m'a quand même un peu rendu un peu triste. Théon, c'était quand même un personnage assez attachant qu'on suivait depuis la saison 1. Alors il était plus ou moins rogné par son père. Après il avait trahi les Stark. Il avait tenté de se racheter en sauvant Sansa. Et là on va dire que dans un ultime acte de bravoure pour essayer de en quelque sorte trouver la rédemption, voilà, il se sacrifie indirectement pour sauver Bran. Alors ce que j'ai trouvé un peu too much, on va dire, voilà, c'est Bran qui lui dit c'est bien Théon, tu es un homme bon,
Ça fait un peu style. Bon bah écoute Théon, là je suis dans la merde. J'ai vraiment besoin que t'ailles au combat là, sinon je vais y passer. Voilà. Et dans le regard de Théon, quand même, on sent qu'il a pas trop envie. Donc c'est pour ça la scène, la réplique pour moi a vraiment la réplique était inutile. Discrédibilise complètement l'acte de Théon. Et enfin, je voudrais bien entendu Jorah. Alors Jorah, évidemment, s'il fallait une mort entre guillemets marquante, c'était Jorah. Et pourtant Jorah n'avait pas obligation de mourir, hein, parce que lors des précédentes saisons, il aurait pu mourir également. Par ailleurs, tout le côté qui se déroule dans la crypte, j'ai trouvé ce moment plutôt sympa, les échanges entre Tyrion et Sansa. D'ailleurs, ça m'a permis éventuellement de partir sur une future théorie dont je vous ferai part après. Donc tout le côté dans la crypte était vraiment était sympa, même si je trouve que ça manquait quand même d'interaction entre les différents personnages. Donc au final, un épisode qui sur la forme est vraiment une réussite totale, mais qui sur le fond, malheureusement, c'est pas un plantage complet, mais on est encore une fois dans la facilité scénaristique. Donc tout de suite, je vous propose mes théories. Alors en ce qui concerne mes théories sur la fin de la série et on va dire l'arc de Cersei. Alors souvenez-vous, dans la saison 1, Cersei allait rendre visite à une sorcière qui lui annonçait une sorte de prophétie où elle lui annonçait qu'elle allait se marier, donc elle allait épouser Baratheon, qu'elle allait devenir reine, qu'elle allait avoir 3 enfants, qu'elle allait également perdre ce qui lui tenait le plus à cœur. Donc dans la série, on sait que Cersei est normalement enceinte, donc si on suit la prophétie annoncée par la sorcière, on pourrait, ça laisse supposer que Cersei va mourir ainsi que son bébé. Voilà. Toutefois, si on se penche du côté des livres, la prophétie énoncée par la sorcière va beaucoup plus loin, puisque la sorcière lui dit à Cersei qu'elle trouvera la mort par quelqu'un de plus petit qu'elle. Alors automatiquement, on a envie de penser à Tyrion, et personnellement, j'ai envie de dire non, puisque Tyrion a déjà eu, entre guillemets, son quart d'heure de gloire en tuant son père. Moi, personnellement, je pense éventuellement à Jaime. Pourquoi Jaime? Alors tout simplement, Jaime et Cersei sont jumeaux, voilà, mais dans la saison 1, Jaime ne manque pas de rappeler à Cersei qu'il est né quelques minutes après sa sœur. Donc même s'ils sont jumeaux, Jaime est en quelque sorte de quelques minutes le petit frère de Cersei. Donc ça pourrait éventuellement être Jaime qui tue Cersei. D'autant plus que Jaime, si on suit le parcours du personnage depuis la saison 1, on a presque l'impression qu'il est en train d'effectuer un parcours un peu initiatique. Et quoi de plus naturel pour lui que de tuer sa sœur pour achever son parcours initiatique. Pour la deuxième théorie, en ce qui concerne les personnages de la série, j'ai presque envie de dire que Daenerys pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, trouver la mort. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est tout simplement que Daenerys convoite entre guillemets le trône depuis la saison 1. Ça serait un peu trop facile qu'elle puisse accéder au trône. Bon, ça reste pour moi une théorie. Il faut remonter aux origines de Jon. Piqûre de rappel, Jon est né du mariage de Lyanna Stark, qui était donc mariée à Aegon Targaryen. Voilà, et souvenez-vous, Lyanna Stark est décédée en mettant au monde Jon Snow, qui est donc moitié Targaryen et moitié Stark. Du coup, je me dis qu'il pourrait se produire exactement la même situation, mais chez Daenerys qui est Targaryenne,
c'est-à-dire Daenerys qui accouche d'un petit garçon ou d'une petite fille, moitié Targaryen, moitié Stark, et elle pourrait trouver la mort en mettant au monde son enfant. Du coup, on aurait vraiment le parallèle. C'est une théorie un peu vaseuse, un peu fumeuse. Alors, troisième théorie concernant d'autres personnages, c'est le personnage de Tyrion. J'en viens à me demander si Tyrion ne serait pas en fait un traître. Voilà, donc ce qui permettrait en fait au personnage, alors lors de l'épisode final ou éventuellement l'épisode 5, on découvrirait un Tyrion qui a en fait qui a un traître depuis le début. Voilà, j'irais même jusqu'à dire que Tyrion pourrait éventuellement trouver la mort par qui? Par Sansa. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement l'épisode 3 de cette saison 8 où Tyrion et Sansa qui sont dans la crypte ont un petit échange et où Sansa lui dit vous étiez le meilleur. Tyrion l'a toujours bien traité et d'ailleurs dans l'épisode Tyrion ne manque pas de dire à Sansa pourquoi on ne remet pas ça et Sansa lui dit ça ne marcherait pas entre nous à cause de Daenerys. Du coup, je me dis que Tyrion pourrait être en réalité un traître et Sansa pourrait être amenée à tuer Tyrion. Et enfin, pour terminer, pour savoir si je devais faire un top 3 du personnage qui finirait sur le trône, alors en numéro 1, j'ai envie de dire tout simplement personne, puisque le trône a fait coulé beaucoup de sang, beaucoup de larmes, il a été source de conspiration, de traîtrise, de complots, de meurtres, voilà, donc le trône pourrait tout simplement, les personnages pourraient même tout simplement se débarrasser du trône. En numéro 2, j'ai envie de dire Sansa, donc bon, je pense que c'est la plus à même. Et en numéro 3, j'ai envie de dire Jon, et Jon, je le laisse en numéro 3 parce que Jon, on sait qu'il a eu beaucoup de mal à assumer son statut de bâtard avant qu'il ne sache qu'il était Targaryen. Il a eu beaucoup de mal à assumer son statut de roi du Nord. Donc là, devenir roi du royaume des 7 couronnes, là je pense que là il ferait carrément un malaise cardiaque. Donc du coup c'est fini pour cette review. Donc moi je vous retrouve pour le final de Game of Thrones. Voilà, ça permettra de faire un point sur l'ensemble de la saison et pourquoi pas sur l'ensemble de la série. Passez une bonne fin de semaine et puis au revoir.